Au Pérou, libération des otages retenus depuis 126 jours. Les 14 membres du commando ont été tués lors de l'assaut. La campagne législative en France, les grands partis mettent la dernière main à leur liste de candidats. Le premier sondage réalisé après l'annonce de la dissolution donne une large majorité au RPR et à l'UDF. Invité de notre journal, Laurent Fabius, président du groupe socialiste dans l'Assemblée sortante. L'Algérie s'enfonce dans la violence. À 6 semaines des élections, bilan des derniers massacres, 300 morts en 3 semaines. Trafic SNCF très fortement perturbé jusqu'à vendredi matin à la suite d'une grève des contrôleurs. Un rapport officiel montre du doigt la mauvaise alimentation dans les hôpitaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 126 jours de siège, les forces spéciales péruviennes ont donc donné l'assaut cette nuit à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima. Une opération qui s'est soldée par la mort de 17 personnes, les 14 membres du commando, 2 militaires et un otage mort d'une crise cardiaque. Dorothée Olyric. L'assaut semble se dérouler dans le chaos. Pourtant, les unités d'élite ont parfaitement orchestré l'opération. En 40 minutes, l'affaire est bouclée. Au moment de l'assaut, les guérilleros se jouaient au football et c'est par ce tunnel d'une longueur de 200 mètres que les militaires péruviens ont fait irruption dans la résidence. L'attaque est coordonnée avec grenades et bazookas. Les commandos ouvrent des brèches au rez-de-chaussée, sur les toits, mais aussi par la porte principale. Les explosions surprennent les preneurs d'otages. Les soldats ont pour ordre de faire irruption et de les tuer sans faire de prisonniers. 71 otages sortent indemnes de la résidence. 2 soldats et un otage ont été tués, mais pour les commandos, la mission est accomplie. Les 14 guérilleros sont morts. Pour le président Fujimori, c'est une victoire contre le terrorisme. Exalté, il rejoint ses troupes pour entonner l'hymne national. Alberto Fujimori comme on ne l'a jamais vu. Il accompagne les otages libérés à l'hôpital. C'est la fin d'un cauchemar. Pour les sympathisants du Tupac Amaru, c'est la stupéfaction. À Hambourg, ils ont manifesté contre ce qu'ils appellent un massacre. Réfugié à Nantes, la mère du leader du MRTA assassiné parle de trahison. Mon fils était prêt à mourir plutôt que d'abandonner son combat. Il a respecté ainsi sa parole en donnant un exemple à son pays et au monde de son courage et de sa générosité. Pour une partie du peuple péruvien, les preneurs d'otages sont d'ores et déjà devenus des martyrs qui ont tenu le monde en haleine 126 jours et 126 nuits. La campagne pour les législatives en France, d'un côté le PS s'est mis en ordre de bataille, de l'autre la majorité a affiché une nouvelle fois son unité, une réconciliation symbolisée par la rencontre en tête-à-tête entre Jacques Chirac et Édouard Balladur à l'Élysée. Entretien de 3/4 d'heure qui n'a donné lieu à aucun commentaire. Les deux hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis le 1er août. Hier, tous les ténors de la majorité s'étaient retrouvés sur la même estrade à Paris, au Palais des Congrès. Aujourd'hui, l'UDF et le RPR ont mis en place un conseil politique commun de 24 membres, alors que le Conseil national du RPR peaufinait la liste de ses candidatures. Sur place, nous revenons tout de suite Roland Sicard. Absolument, les grands leaders du RPR ne se quittent plus depuis quelques jours pour afficher leur unité. Et même si ce soir, Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy ou Philippe Séguin s'étaient fait excuser, on notait tout de même la présence de pas mal de Balladuriens et de Chiraciens, Charles Pasqua par exemple, ou Jacques Toubon, pour un conseil national chargé donc d'entériner les investitures. Il y aura 8 primaires avec l'UDF. Et puis, à la fin, c'est Alain Juppé qui est intervenu en évoquant le programme socialiste. Je vous propose de l'écouter. Ce programme économique, vous l'avez sans doute lu, je vous conseille de le lire, il faut toujours savoir pourquoi on se bat. Il est caricatural. Et sa seule obsession ou son seul résultat, ce serait une fois encore, parce que c'est toujours les mêmes vieilles recettes, l'augmentation massive des dépenses publiques. Comment imaginer la France de l'an 2000 confiée à M. Jospin, à ses amis et à ses alliés? Voilà, alors maintenant que les questions d'intendance, je dirais, sont réglées, la campagne sur le terrain va pouvoir commencer. Dès demain, la permanence commune UDF-RPR sera inaugurée. François Léotard était d'ailleurs présent ce soir. Et puis surtout, dès demain, Alain Juppé participera à un premier grand meeting avec les leaders de la majorité à Marseille. À ce moment-là, eh bien, on pourra vraiment dire qu'on est entré dans le vif du sujet. Merci. En effet, premier grand meeting donc demain à Marseille pour Alain Juppé et à Sarcelles pour Lionel Jospin.
En attendant la signature dans les tout prochains jours d'une plateforme politique avec les socialistes, les dirigeants du Parti communiste, eux aussi, se mettent en ordre de bataille. Reportage Françoise David, Bernard Connor. La rédaction planche. Alain Juppé vient de lancer la campagne de la majorité. La une du journal communiste doit être percutante. Il faut trouver quelques mots bien sentis pour faire passer le message. Il y a eu Juppé 1, la fracture sociale, il y a eu Juppé 2, le plan Juppé, et l'euro, et Juppé 3, c'est la marche forcée. Notre conception et de la politique et du journalisme, c'est d'être en prise directe avec la citoyenneté, avec ce qu'il y a de plus profond dans la citoyenneté. Et donc le problème, c'est justement que l'humanité peut au contraire servir de relais entre la citoyenneté et l'institutionnel. Des journalistes en renfort, 4 pages supplémentaires pour pouvoir rendre compte non seulement des grands meetings, mais aussi des petits ou grands débats. Car dans cette brève campagne, explique-t-on au Parti communiste, les citoyens doivent prendre la parole. Prévue de longue date, une réunion locale sur le Front National viendra ainsi s'inscrire tout naturellement dans la campagne. Puisque le président a décidé de ces élections, nous sommes en campagne. Alors, autour de Robert-Rue, réunion du Bureau National. Les dirigeants communistes ont été pris de court. Qu'importe, il reste un objectif. Sanctionner ce gouvernement, ce pouvoir. Nous avons 4 semaines. Eh bien, je dirais que nous relevons le défi, au fond. Nous faisons le pari de l'intelligence et de la lucidité des citoyens. Photos, affiches, la place du colonel Fabien donnera un coup de main aux candidats. Des tracts et des meetings nationaux scanderont la campagne, mais priorité est laissée aux initiatives sur le terrain. De son côté, le PS continue de mettre au point son plan de campagne. Lionel Jospin a réuni ce matin son état-major. Le secrétariat national du Parti socialiste a été élargi à un certain nombre de personnalités, comme Jacques Delors, pour piloter cette campagne quelque peu précipitée. Parallèlement, le premier secrétaire du PS a conclu un accord de principe avec le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement. Lynn Cohen-Solal, candidate socialiste contre Jean Tibéry dans la 2e circonscription de Paris, a annoncé qu'elle allait porter plainte contre le maire de la capitale et député sortant, et cela après les révélations du Canard enchaîné sur des inscriptions illégales de 3 à 4 000 électeurs sur les listes. Reportage Jacques Cardoz, Roger Motte. Le dossier contient la totalité des inscrits, mais l'enquête du Canard enchaîné porte sur seulement 20% du corps électoral du 5e arrondissement. Selon les journalistes de l'hebdomadaire, un tiers des inscrits n'habiteraient plus ou n'auraient jamais vécu dans cet arrondissement. Certains électeurs auraient oublié de changer d'adresse, d'autres auraient été contactés par la mairie de Paris. Une personne dans le 15e arrondissement qui a eu un HLA, qui n'a jamais de sa vie résidé dans le 5e, donc il n'avait aucun titre à résider dans le 5e, et cette personne a eu un jour un appel de la mairie du 5e lui disant « Monsieur, on va vous inscrire sur les listes électorales du 5e arrondissement ». La personne a dit « Mais c'est pas possible, je suis déjà inscrit dans le 15e ». C'est pas grave, on s'occupe de tout. 4000 électeurs inscrits illégalement, l'information donnée par le Canard n'a pas tardé à faire réagir le maire de Paris. Je répondrai simplement que je suis élu depuis 1965 avec des chiffres très importants. Notamment municipal, avec un écart de 7, 6, 7, 8 000 ou 10 000 voix. Alors, il serait ridicule de penser qu'il puisse y avoir quelque chose d'irrégulier. Campagne électorale oblige, l'opposition aimerait bien en savoir plus et la candidate socialiste du 5e de porter plainte. Je suis extrêmement étonné, je suis même choqué qu'on puisse porter des accusations pareilles avec cette ampleur-là sur les listes électorales du 5e. Donc je porte plainte en justice pour que la lumière soit faite, pour que les citoyens et moi-même soyons tous informés de ce qui se passe exactement. Ce soir, la mairie de Paris reconnaît implicitement des erreurs, dit-elle, en ajoutant « cela n'aurait rien changé au résultat des précédentes élections ». Après le porte-parole du PS, Philippe de Villiers, à son tour, dénonce la marée des affaires politico-financières, raison principale de la dissolution de l'Assemblée aux yeux du président du Mouvement pour la France. Philippe de Villiers qui soupçonne les dirigeants actuels de préparer une loi d'amnistie après les élections. Cette information rapportée par le Canard enchaîné et Libération a suscité un démenti indigné de la part de Jacques Toubon qui parle de pure affabulation et de calomnie à but électoral. Le garde des Sceaux, qui est à nouveau candidat dans le 13e arrondissement de Paris, Javi Tambert et Yann Chiquel ont suivi le ministre candidat depuis l'annonce officielle de la dissolution. France
France Info Express. Le président Jacques Chirac mettra fin dans quelques minutes à une semaine de rumeurs sur la dissolution de l'Assemblée. Une intervention radio-télévisée du chef de l'État à suivre dès 20h sur France Info. C'est mieux que d'attendre un an. Ça, la bataille, il aime ça, hein, c'est un bagarreur. Hein, il aime bien Le lundi, c'est toujours comme ça, Jacques Toubon consacre son agenda à la mairie du 13e à Paris. Ce lundi-là, alors que Jacques Chirac s'apprête à annoncer la dissolution de l'Assemblée, rien de changé dans l'emploi du temps. Une réunion succède à l'autre. Au cours de celle-ci, monsieur le maire s'adresse aux responsables de la caisse des écoles de son arrondissement. Les moyens, en quelque sorte, de péréquer la réunion se terminera sans lui. Le patron du 13e s'efface, le ténor du RPR entre en piste. Premier plateau de télévision de la soirée. Premier conciliabule aussi. Jean-Louis Debré et François Léotard sont de la partie. Peaufinage des thèmes que vont rôder le RPR et l'UDF d'ici quelques heures. Jacques Toubon semble content de ce premier débat télévisé contre la gauche. La campagne, la vraie, est lancée. Le garde des Sceaux concourt dans une circonscription difficile, longtemps tenue par la gauche. C'est la réunion du staff, comme ils disent tous. Un peu de sérieux. Les idées de slogans ou d'affiches, on les connaîtra plus tard. La réunion se tient à huis clos. Pour retrouver un Jacques Toubon d'Isère, cap à nouveau sur un plateau télé. Pour la deuxième fois ce soir, le ministre croise le socialiste Dominique Strauss-Kahn. On a besoin d'une très bonne santé à tous égards, parce que tout simplement les campagnes électorales sont des périodes fatigantes, mais surtout parce que les campagnes électorales sont des périodes pendant lesquelles on est exposé à toutes les critiques, à toutes les diffamations. Pour méditer cela, il reste à Jacques Toubon, comme aux autres, 35 jours avant le premier tour. Cette campagne électorale sera courte, moins de 5 semaines aux quatre coins de l'Hexagone. Comme dirait l'autre, tous les candidats se préparent dans la fébrilité et sont partis en campagne pratiquement sans armes ni bagages. Reportage Daniel Wolfrom, Jean-Louis Normanda. D'accord, donc je réserve la salle du 23 mai, la salle de Charlie. Début de campagne sur les chapeaux de roue pour sa première candidature de député. À bientôt, toi aussi. Les routes de l'Aisne, Renaud Dutreil va devoir les sillonner pendant un mois. Allô? Des meetings improvisés, oui. Pas encore de tracts ni d'affiches, oui, mais un seul outil, le guide de campagne de l'UDF. C'est vrai qu'on a reçu ça il y a 2-3 jours. Et c'est un gros travail, et qui est assez bien fait. Surtout sur le plan juridique, parce qu'une campagne électorale, on doit avoir l'esprit libre. UDF, le guide du candidat. Vous l'avez regardé? Je ne l'ai pas encore regardé. Il faut dire que je ne suis pas équipé d'un lecteur de CD-ROM. Belle tulipe. Très beau tout ça. C'est joli, mais ça ne dure pas longtemps, c'est dommage. Non, mais il faut en profiter là maintenant. En fait, Renaud Dutreil n'a pas franchement besoin du guide de l'UDF. Sa campagne, il l'amène sereinement en bon technicien. D'un côté, diminuer les prélèvements sociaux, et de l'autre, garder ce niveau de confort social. C'est ça la grande difficulté. La circonscription, il nous faut le local, il nous faut stocker du matériel, on puisse avoir une ligne de téléphone. Oui, Saint-Gratien dans le Val d'Oise, Delphine Mérargue, candidate du PS, fait également face à l'urgence. Oui, alors ça, les conseils aux médias, en fait, c'est essentiellement sur les matériels de campagne, sur des modèles de tracts, de journaux qu'ont pu faire des candidats du Parti Socialiste aux précédentes élections. Donc c'est des bons éléments. Et sur les marchés, vous avez besoin de conseils? Non, sur les marchés, on a besoin de conseils. Je vous présente la candidate du Parti Socialiste. Ben moi de même, monsieur. Une femme. C'est bien. Voilà. Et jeune. Il en faut. Faire bouger les choses, et puis aussi, il y a une chose aussi que c'était une honte de payer qu'on est juste devant. Moi, j'habite à côté. Oui. À chaque fois, j'ai une contravention parce que je ne peux pas mettre ma voiture. Et oui, quand on est candidat, il faut avoir réponse à tout. Et bien entendu, tout n'est pas prévu dans les manuels de campagne. Je crois que je vais y aller parce que je vais être obligée d'avoir un papier parce qu'à chaque fois... Le Parisien publie ce matin le tout premier sondage CSA réalisé après l'annonce de la dissolution par Jacques Chirac lundi soir à la télévision. Bonne nouvelle pour le président, le RPR et l'UDF devraient conserver une large majorité, 332 des 555 sièges de France métropolitaine. Mauvaise nouvelle, 57% des sondés estiment que Jacques Chirac n'a pas été convaincant et 81% voient dans cette dissolution avant tout une manœuvre politique. Laurent Fabius, bonsoir. Nous allons vous interroger en compagnie de Jean-Michel Carpentier. Alors, il y a même un problème pour vous, socialistes. Apparemment, la majorité devrait retrouver la majorité. Vous ne profitez pas de l'impopularité du pouvoir.
Je pense que les choses sont assez ouvertes. La campagne commence, les gens ont été surpris par la dissolution. Vous l'avez rappelé, une grande majorité d'entre eux considèrent que ça a l'air d'une manœuvre politique. Et puis les gens sont en train de réfléchir. Donc cette fois-ci, la campagne va être très courte, elle va avoir beaucoup d'importance. Mais je crois que c'est ouvert à 50-50. Cela dit, depuis le mois d'octobre, on voit bien, tous les sondages indiquent que l'image du PS se dégrade et notamment vous n'avez pas acquis une crédibilité sur votre programme économique. Ben, on va mettre à profit ces 3 semaines, enfin ce mois-là, pour avancer. Parce que l'enjeu, il est quoi? Est-ce que les Français veulent Juppé 2, Juppé 1, c'était déjà pas convaincant, alors Juppé 2, bonjour les dégâts, ou bien est-ce qu'ils veulent autre chose, une autre politique? Voilà l'enjeu. Alors entrons dans le concret, imaginons que vous gagnez dans 1 mois et demi, quelles seraient par exemple les premières mesures que vous prendriez? Bon, ça suppose qu'on gagne et on va tout faire pour ça. Imaginons. Parce que je crois que d'abord on a besoin de changer de politique, le bilan du gouvernement n'est pas bon, donc il y a un espoir de changement. Alors si nous gagnons, je crois qu'il y a 3-4 mesures qu'il faudra prendre immédiatement. Bon, d'abord, il y aura la composition du gouvernement. Et ce gouvernement, certainement, comportera beaucoup plus de femmes qu'aujourd'hui. Lionel Jospin a insisté sur le fait que les titulaires ne devaient pas être des cumulards, donc ils se consacreront à plein temps à leurs fonctions, et puis ce doivent être des gens à l'honnêteté éprouvée. Donc d'abord la composition du gouvernement. Vous seriez dans le gouvernement de Lionel Jospin éventuellement? On n'en est pas là. Deuxièmement, il y aura évidemment à faire le budget, puisqu'il y a des trous gigantesques qui ont été accumulés par le gouvernement actuel, et il faudra faire ce budget avec, semble-t-il, 3 priorités même, l'éducation, parce que pour nous c'est la clé de l'avenir, le logement et une fiscalité rééquilibrée, non pas plus élevée, pas du tout, mais plus juste. Vous n'augmentez pas les impôts? Non, je suis sûr que les impôts ont obtenu aujourd'hui au niveau record. Monsieur Juppé est le recordman absolu de la pression fiscale. Donc il s'agit de rééquilibrer les choses et pas de les augmenter, surtout pas. Deuxième mesure. Vous soupçonnez l'actuel pouvoir de préparer en catimini un nouveau plan de rigueur, mais est-ce que si vous étiez aux affaires, vous ne seriez pas contraint à faire ce plan de rigueur, ne serait-ce que pour retrouver l'équilibre de la sécurité sociale? Non, il y aurait des modifications à faire, mais il n'est pas question de pénaliser les gens par une austérité renforcée, alors que le slogan réel du pouvoir, enfin actuel, de la droite, c'est voter d'abord, vous payerez ensuite. C'est ça la réalité. Donc je disais, deuxièmement, le budget. Bon. Troisièmement, il y aura des discussions très rapides à prendre avec nos partenaires européens, puisque nous voulons rééquilibrer la construction européenne dans un sens beaucoup plus social. Alors, et puis, quatrièmement... D'un mot, pardon, excusez-moi, d'un mot sur l'Europe. Hier soir, sur cette antenne, Alain Juppé accusait, je le cite, Lionel Jospin de trahir ses convictions européennes pour faire des concessions au Parti communiste français. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reculer sur la monnaie européenne? D'un mot. Non, nous sommes européens. Nous sommes européens parce que nous pensons que l'Europe, c'est une des grandes chances de la France. Mais nous voulons faire l'Europe sans défaire la France. Alors, il y a une question précise qui se pose à propos de la monnaie unique. C'est le sujet dont on parle. Nous avons mis des conditions. Nous ne voulons pas que l'Europe soit soumise à la monnaie. Nous voulons qu'il y ait une monnaie unique pour pouvoir développer l'activité économique et avoir une Europe beaucoup plus performante. Alors, dans ces conditions, il y a en particulier la nécessité de faire un gouvernement économique pour équilibrer la puissance de la Banque centrale et surtout d'avoir une perspective de relance de l'activité. Voilà ce dont il va falloir discuter avec nos partenaires de l'Union. D'un mot, déficit budgétaire contenu à 3% comme le demande le traité de Maastricht? Je ne sais pas exactement quelle est la situation en France aujourd'hui, personne ne le sait. Il y a une note de la direction du budget, vous en avez entendu parler, qui dit pas du tout, ça a dérapé, on est à 3,8%. Aujourd'hui, la Commission européenne dit non, on est à 3,2%. Nous ferons le point, mais il n'est pas question d'imposer une austérité renforcée. Ce sera là une des grandes différences entre notre approche et celle de Juppé. Pas d'austérité plutôt que d'arriver coûte que coûte aux 3%. Non, d'autant que, si vous voulez, le fameux traité d'Union européenne dit qu'il faut interpréter tout ça en tendance. Bon, et puis le quatrième point, parce que vous me demandiez, c'est d'ouvrir très vite cette conférence nationale dont a parlé Jospin sur à la fois l'emploi, les salaires et la durée du travail, parce que si on veut relancer l'activité économique, il faut mettre tous les partenaires autour d'une table pour négocier souplement. Alors là encore d'un mot, vous avez promis 700 000 emplois pour les jeunes, 350 000 dans l'administration. Est-ce que très concrètement, en deux ans, des emplois publics, disons. Est-ce que concrètement, dès le mois de juillet, dès le mois d'août, dès le mois de septembre, si vous êtes au pouvoir, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui retrouvent un emploi dans les services publics? Il ne faut pas faire de promesses démagogiques. La situation est très difficile. Mais on ne peut pas laisser la situation là où elle est, avec un bilan du chômage catastrophique, aggravé par le gouvernement Juppé. Donc nous prendrons effectivement 2 séries de dispositions. L'une vers les entreprises, en allégeant les charges et en les incitant
à recruter, puisque c'est eux qui recrutent, et l'autre disposition en direction des associations, des collectivités, en faisant en sorte que les dépenses aujourd'hui inutiles de toute une série de subventions soient accordées pour aider l'emploi. Voilà. Il ne s'agit pas du tout de création d'emplois de fonctionnaires. Monsieur Juppé, qui lui-même est fonctionnaire, et qui à chaque fois qu'il voit un fonctionnaire parle de mauvaise graisse, dit les socialistes, ils veulent augmenter les impôts et augmenter les dépenses. Ça n'a rien à voir. C'est lui qui a augmenté les impôts et dans le même temps, il a ratiboisé toute une série de secteurs comme l'éducation, la culture, la recherche, pourtant très utiles. Merci Laurent Fabius. Nous serons amenés bien sûr à reparler de tous ces dossiers puisque la campagne est loin d'être terminée. Premier tour le 25 mai. L'un des grands débats en allusion de cette campagne, c'est la mise en œuvre délicate de la monnaie unique européenne. La Commission de Bruxelles vient de publier ses prévisions économiques. Selon elle, 13 pays pourraient se qualifier pour l'euro dès 1999. Les deux récalés seraient la Grèce et surtout l'Italie. À Rome, on qualifie cette prévision d'incompréhensible. Comme va nous l'expliquer notre correspondant permanent, Alain de Chalvron, les Italiens font en effet de très gros efforts pour ramener leur déficit public de 6 à 3% du PIB. La Dolce Vita, c'est bien fini en Italie et depuis belle lurette. Hélas, la fontaine de Trévi est désormais livrée régulièrement aux employés municipaux qui viennent ramasser les pièces jetées par les touristes, comme si l'État avait besoin de ces sous pour ses caisses et pour rentrer dans l'Europe. Être dans le premier train de l'euro, c'est devenu une obsession pour les Italiens, livrés à une cure d'austérité sans précédent et sans joie. Après le collectif budgétaire consécutif à la loi de finances de décembre dernier, l'augmentation de la pression fiscale sur les personnes physiques est en moyenne de 7%. Dans cette loi de finances, le Parlement italien a même osé établir une taxe spéciale pour l'Europe d'un total de 42 milliards de francs, inimaginable en France. Le prix est élevé, mais cela vaut le coup. Même l'opposition est d'accord avec l'entrée dans l'euro. C'est un objectif national. Le gouvernement joue sur le consensus qui a toujours entouré en Italie l'idée européenne. Et de fait, même cette taxe spéciale semble acceptée. C'est normal de rentrer dans l'euro et de faire des sacrifices. Si cela peut nous faire rentrer dans l'euro, alors bienvenue à cet impôt sur l'Europe. Personne n'aime les impôts, mais certains sont utiles, et celui-ci sert à quelque chose. Il y a bien eu une manifestation massive le mois dernier contre cette politique d'austérité drastique. Manifestation, paradoxe italien, organisée par la gauche, qui soutient le gouvernement. Un coup d'épée dans l'eau qui n'a pas fait bouger le président du Conseil, Romano Prodi. Si les Italiens paraissent résignés à ces sacrifices, tout de même 850 francs par mois en moyenne par foyer fiscal, c'est bien sûr pour réussir. Mais la réussite n'est pas assurée. Et en cas d'échec, on peut penser que l'on passera de la résignation à la colère. En Algérie, 5 personnes ont été tuées hier à un faux barrage routier dressé par des islamistes armés au sud-ouest d'Alger. Dans la nuit de lundi à mardi, ce pays avait connu sa plus vaste tuerie de ces 5 dernières années avec le massacre de 93 habitants d'un hameau près d'Alger. À 6 semaines des législatives, l'Algérie vit plus que jamais dans la terreur. Véronique Tavot. Alignée dans le cimetière du village, 93 tombes, la terre vient à peine d'être retournée. Des femmes, des adolescents, des hommes, des vieillards, un carnage dans ce petit village, la Mitidja, à 25 km à peine d'Alger. Un massacre sans précédent. En pleine nuit, un commando de 200 hommes cagoulés a fait irruption, tuant, brûlant, détruisant tout ce qui pouvait l'être. Village meurtri, maison incendiée, toute vie semble aujourd'hui s'être arrêtée. Sur les visages des rescapés, la même terreur, le même effroi. Moi, j'ai réussi à monter sur le toit pour me sauver. Et j'ai envoyé mon fils chercher du secours. Mais ils l'ont rattrapé, ils l'ont tué. Ensuite, ils ont frappé ma femme avec une hache. Elle les suppliait, mais ils l'ont achevé. Finalement, les militaires sont arrivés. J'ai vu des gens se faire égorger sous mes yeux. Ils essuyaient leurs couteaux et après ils donnaient des coups de pied. Ils ont tué mon mari, ils ont tué mon fils devant moi. J'ai réussi à prendre la fuite avec mes autres enfants et je me suis cachée pendant toute la nuit. Quand je n'ai plus rien entendu, au petit matin, je suis sortie. Ceux qui ont fait ça sont des barbares, des traîtres. Ils n'ont pas une goutte de sang musulman en eux. Fuir à tout prix. Les rescapés n'ont plus que cette idée en tête, essayant d'emporter avec eux ce qu'ils ont pu sauver en toute hâte. Dans cette région, la Mitidja, 300 personnes ont été tuées en l'espace de 2 semaines. L'Algérie n'en finit pas de compter ses morts.
Et selon certaines estimations occidentales, 5 années de violence ont fait au moins 60 000 victimes en Algérie. Parmi elles, des dizaines de journalistes, d'artistes ou d'intellectuels. Pour protéger leur vie et celle de leurs proches, certains se sont résignés à l'exil. C'est le cas du chanteur Khaled Barkat, qui vit en France depuis maintenant 2 ans. Un exil douloureux qu'il a voulu rompre le temps des fêtes de l'Aïd. Reportage de nos envoyés spéciaux, Alger, Florence Bouquilla, Jean-François Renou et Bertrand Dechaumet. Revoir Alger. Il y a 2 ans, Khaled Barkat, artiste, a dû quitter l'Algérie. Aujourd'hui, il revient dans son pays. Malika, sa mère, c'est elle qui a supplié son fils de partir en 1995. C'est vrai que c'est pas évident pour une maman d'écraser son cœur et de dire à son enfant de partir et de ne plus le revoir. Imaginez la douleur qu'elle a dû supporter pour prononcer ces mots-là. Vous préférez qu'elle soit loin, mais tranquille en France? Oui. Oui, elle est tranquille chez moi. Parce qu'en France, c'est moi tranquille. Quand vous n'avez plus de maison, vous n'êtes plus en sécurité chez vous, quand vous n'avez plus de boulot, quand vous n'avez plus d'espoir, au fait, vous ne servez plus à rien, ni pour vous, ni pour le pays, ni pour votre famille. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il faut savoir partir. La peur, c'est de ne plus savoir ce que tu veux, ne plus savoir où est-ce que tu vas, ne plus reconnaître, même plus, je dirais, le noir du blanc, le blanc du noir, et tout est confus. Et tu perds tout, tu perds ton contrôle et tu te perds toi-même. Et aujourd'hui, vous êtes revenu, ça vous fait peur ou pas du tout? Je suis plutôt ému Ses visages, ses odeurs, ses couleurs ont vu grandir Khaled. Ce sont les mêmes aujourd'hui. Pour ses amis, ses voisins, le retour de Khaled est une preuve. L'Algérie ne se laisse pas quitter. Il y a le voyou. Toi, comment vas-tu? Ça va? En forme? Ça va. Ça va? Tu lui passeras le bonjour. Là, tu la verras. Ouais. Ah, ben, ça fait plaisir. Ça a changé, hein? Non. Tous comprennent qu'il soit parti. Tous aimeraient que son retour soit définitif. C'est des gars de quartier. On a grandi ensemble. On a joué au foot à la placette ensemble quand on était gosses. Tu es bien là-bas. Il te manque rien. Si, il me manque beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te manque? Le pays. Le pays. Eh bien, tu es chez toi ici. L'Aïd el-Kébir, la fête du mouton. Khaled a passé 2 Aïds, loin des siens. Je vais au marché avec mon hémaron, j'achète un grand melon. Et surtout pour payer, j'ai pas de la monnaie. Je ne me suis jamais senti coupable d'avoir quitté Alger. Je dirais qu'on est tous coupables d'avoir permis à une certaine situation de s'installer. Oui. Je ne sais pas, peut-être qu'à un certain moment je devais faire quelque chose, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sais que je suis coupable quelque part. Et que tout le monde est coupable quelque part. Quelques jours plus tard, Khaled a décidé de repartir en France. Cérémonie émouvante aujourd'hui à Sarajevo à la mémoire des 68 soldats français des forces de maintien de la paix qui ont trouvé la mort dans l'ex-Yougoslavie. Certaines familles avaient fait spécialement le voyage en Bosnie pour assister à une messe et à la pose d'une plaque commémorative dédiée aux victimes. Une plaque posée à l'entrée de l'aéroport de Sarajevo dont les casques bleus français ont assuré la protection tout au long de cette guerre.
En France, le trafic SNCF devrait être fortement perturbé jusqu'à vendredi matin, et cela à la suite d'une grève des contrôleurs. Tout de suite, les précisions de Pascal Golomer qui se trouve gare Montparnasse. Elle est calme pour l'instant ici en gare de Paris-Montparnasse, mais elle devrait se détériorer dans les toutes prochaines heures. Cette grève est lancée en effet à l'appel de l'ensemble des syndicats, une grève qui concerne les 10 000 contrôleurs de la SNCF. Une grève qui intervient alors que des négociations sont en cours actuellement avec la direction concernant les augmentations de salaire et les perspectives de carrière notamment. Grosse perturbation en perspective donc, puisque pour des raisons de sécurité, aucun train ne peut circuler sans agent à bord. Un train sur 3 est prévu sur les grandes lignes, un TGV Nord sur 2, un TGV Sud-Est et Atlantique sur 3, un train sur 3 également en moyenne pour les trains régionaux. Trafic normal en revanche sur Eurostar. Le réseau de la banlieue parisienne, lui, sera peu perturbé parce que les règles de sécurité sont moins contraignantes. Les trains peuvent parfois circuler sans contrôleur. Dans tous les cas, vous pouvez vous renseigner sur Minitel, 3615 code SNCF, ou par téléphone au 08 36 35 35 35. Le trafic devrait redevenir tout à fait normal vendredi matin à partir de 8h. Merci. Le tribunal de grande instance de Dunkerque, siégeant en référé, a ordonné aux trémailleurs qui bloquent le port de lever leur blocus. En fait, tous les ports de la mer du Nord sont bloqués par cette grève des pêcheurs français. Une grève qui a provoqué un embouteillage spectaculaire aux abords du port anglais de Douvres. Reportage Marianne Mas, Dominique Mas. Des deux côtés de la Manche, à Douvres et à Zeebrugge, les files de camions s'allongent d'heure en heure. Pour eux, les ferries sont le seul moyen de traverser le Channel, mais à Calais, rien ne circule, tout passe par la Belgique, et certains n'ont pas les moyens de faire le détour. C'est la 4e fois qu'on est bloqué ici. Pas de café, pas de nourriture et pas de sanitaire, c'est pas humain. À Boulogne, même les plaisanciers sont bloqués dans le port et malgré les référés des tribunaux qui ont ordonné cet après-midi aux bateaux de lever les blocus, les pêcheurs tiennent bon. On bloque leur trafic, oui. De toute façon, on bloque et le barrage, le blocus ne sera pas levé tant que nous n'aurons pas entré dans le bureau du ministre. La rencontre avec Philippe Vasseur a été fixée pour demain 10h au ministère. En jeu, l'application d'une directive européenne qui prévoit d'agrandir les mailles des filets. Des mailles plus larges, c'est toute une gamme de poissons qui ne seront plus pêchés, et notamment les sols, qui représentent ici 80% du chiffre d'affaires des bateaux. Si on pêche plus de 2 sols portions, ça sera les Hollandais qui dérouleront le marché français. Qui dit importation, dit déficit de balance extérieure et tout. Et puis je dis pour nous, 80% de la pêche en moins, les bateaux restent à quai, c'est tout. À Dunkerque, le blocus a déjà de grosses conséquences sur l'activité économique. On estime les pertes à 2 millions de francs par jour. Les dockers du port sont solidaires du mouvement, mais défendent aussi leur outil. Pour nous, c'est une catastrophe. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu un mouvement de grève. Les clients risquent de perdre confiance, donc on demande aux autorités de régler rapidement ce problème. Jusqu'où le ministre est-il prêt à céder? Réponse demain, à l'issue de la rencontre. Invité ce matin des 4 vérités sur France 2, le ministre de l'Agriculture, Philippe Vasseur, a assuré qu'il n'y aurait pas de nouvel impôt sécheresse et que les mesures d'aide aux agriculteurs frappés par le gel seraient accélérées. En Alsace, par exemple, près de la moitié de la production quotidienne d'asperges a gelé ces tout derniers jours. Reportage Christine Boss, Sylvain Gauthier. 18 degrés la journée et pourtant. En Alsace, la récolte des asperges n'a jamais aussi mal débuté. 5 coups de gel successifs au petit matin, et voilà les pointes de ces délicats turions gelés sur 2 à 3 cm. Donc, aussi dire que les gens qui n'ont jamais vu, ils ne voient pas trop la différence. Et la différence est de taille. Les asperges gelées, devenues translucides et jaunâtres, restent comestibles le jour même, mais sont en revanche invendables. Hier, on avait presque 10 kilos, sur 30 kilos, à peu près une dizaine de kilos. C'est un peu dommage de travailler pour les offrir après. Même constat chez l'ensemble des 70 producteurs de Heurt, la capitale alsacienne de l'asperge. Moi, j'ai jamais vu, même ma maman qui va avoir 70 ans n'a jamais vu ça. C'était vraiment exceptionnel. Résultat, à la coopérative du village, l'asperge d'Alsace devient une denrée rare, alors que la saison bat son plein. Au mois de mars, il y avait toujours un jour avec, je vous dis, une perte de 5%, mais pas 50% comme cette année. On avait une saison très précoce, c'est peut-être le revers de la médaille cette année, mais bon. Les pertes sont difficiles à chiffrer pour l'instant, pas de catastrophisme en tout cas, d'autant qu'il reste 4 semaines de récolte.
À Agen, les parents de la petite Marion, cette fillette de 10 ans disparue depuis plus de 5 mois maintenant, ont été reçus par les 2 juges d'instruction chargés de cette affaire qui leur ont confirmé le dessaisissement du SRPJ de Toulouse au profit de la gendarmerie. À l'origine de cette décision, semble-t-il, une forme d'incompatibilité d'humeur entre ces 2 juges et les policiers. On mange mal à l'hôpital. Les Français hospitalisés s'en sont rendus compte avant qu'un rapport tout à fait officiel ne vienne confirmer la réputation calamiteuse de l'alimentation dans les hôpitaux. Selon les services, on estime de 20 à 60% le nombre de malades souffrant de malnutrition. Reportage Françoise Vallée, Alain Poirier. Repas cuisinés à l'hôpital plusieurs jours à l'avance, puis réfrigérés, stockés et enfin passés au micro-ondes au dernier moment. Ici, la priorité c'est l'hygiène, mais trop souvent au détriment du goût et de la présentation. J'ai été à l'hôpital il y a quelques années, je trouve que ça fait des progrès. C'est meilleur? Oui, parce qu'on a le choix entre quand même plusieurs plats. Bon, on n'attend pas une cuisine de haut vol, en sachant très bien que c'est organisé de façon industrielle et qu'il faut satisfaire tout le monde. Pour moi, c'est le niveau satisfaisant quand ça va. Mais j'imagine tout à fait que quand ça va un peu moins bien, le moral puisse descendre et qu'automatiquement, ce genre de choses-là deviennent un peu sensibles. Souvent, les repas ne sont pas assez équilibrés par manque de diététicienne. Et un constat sévère, à l'hôpital, certains patients souffrent de malnutrition. La malnutrition, si vous voulez, elle arrive très vite à partir du moment où vous n'avez plus envie de manger. Et plus la compétence pour manger. Quand vous êtes très très fatigué et que vous ne mangez pas, vous pouvez arriver très vite à une malnutrition. Et c'est souvent le cas chez les enfants et les personnes âgées. Le rapport préconise une mobilisation du personnel. Manger un yaourt demain. Il faut que l'hôpital s'adapte aux malades. L'alimentation, nutrition, c'est un soin comme un autre. Et ça, c'est un des points fondamentaux d'un message à faire passer au niveau de toutes les équipes soignantes. Sans négliger l'hygiène et la diététique, l'hôpital peut aussi redonner aux malades le plaisir de manger. Football, le rêve européen a pris fin brutalement hier soir pour Monaco qui va sans doute se consoler avec le titre de champion de France. C'est l'Inter de Milan qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Le but marqué à la 70e minute par Victor Ikeba n'a pas suffi puisque les Italiens, vous le savez, avaient gagné 3-1 le match aller. Les Monégasques se sont vus refuser 2 buts et dans un match qui a connu une fin tout à fait échevelée. Vous l'avez vu, le gardien monégasque Fabien Barthez venant lui-même tenter de battre son homologue italien. Hélas, il ne l'a pas mis inside la baballe, transition lamentable pour évoquer le tout dernier film d'Arthur Penn intitulé précisément Inside. À 75 ans, le réalisateur de Bonnie and Clyde, de Little Big Man ou encore du Miracle en Alabama revient derrière les caméras pour un huis clos politique et musclé au temps de l'apartheid en Afrique du Sud. Pascal Deschamps l'a rencontré lors de son passage à Paris. Quand Arthur Penn vient à Paris, il ne manque jamais une occasion de visiter la Cinémathèque et son musée, là où se feuillettent les plus belles pages de l'histoire du cinéma. Il faut dire qu'il en a écrites quelques-unes, de Little Big Man à Bonnie and Clyde en passant par La Poursuite impitoyable ou Le Gaucher. Les films d'Arthur Penn ont marqué les années 60 et 70. Les stars se l'arrachaient, aujourd'hui Hollywood le boude, qu'importe. Il se sent proche de tous ceux qui, à travers le monde, essayent avec une caméra de rendre les hommes meilleurs. Au fond, tous les réalisateurs se ressemblent, parce qu'on essaye tous de faire la même chose après tout. Certains le font bien, d'autres moins bien, mais on essaye. Arthur Penn a repris la caméra pour parler d'un sujet qui lui tient à cœur, la réconciliation en Afrique du Sud. Un policier noir enquête aujourd'hui sur la mort d'un jeune activiste blanc dans les geôles de l'apartheid. À coup de flashback, il explore les relations entre victimes et bourreaux d'hier, devenus citoyens d'une même démocratie. And they got some street boss. They hit you. En Afrique du Sud, ils ont créé la Commission pour la vérité et la réconciliation. Ce mot réconciliation est très intéressant parce que c'est ça le gros défi pour ce pays aujourd'hui. La vérité sur la répression, ce n'est pas compliqué, on la connaît. Good. The grid on the window. What is it about that fucking grid that probably... What if your claim is suicide? Il faut absolument continuer à faire des films comme celui-ci. Même s'ils ne battent pas de record d'audience, il y a un public pour eux. En littérature, les gens peuvent tout lire. Ils ont le choix des bandes dessinées à la poésie.
Et si on n'y prend pas garde, bientôt au cinéma, il n'y aura plus que de la bande dessinée. Inside, un petit film qui a tout d'un grand, par un petit bonhomme qui à 75 ans reste un incomparable conteur et un incorrigible optimiste. C'est Philippe Lefebvre qui vous présentera le tout dernier journal vers minuit 30. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.